Ce que je préfère dans mon métier d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de pouvoir aborder le sujet que je veux et dire ok, j'en fais un livre. Là, c'est vraiment une liberté inespérée. Enfin, vraiment, quel luxe quoi, quelle chance, quel privilège. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche et de ses environs qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver son moyen d'expression, ce vecteur qui permet en toute liberté de transmettre au plus grand nombre de la connaissance, des émotions et même de faire bouger la société. Pour Marie Dubois, c'est la BD. Installée à Pongouin depuis quelques années, elle a trouvé dans le calme de la campagne les conditions favorables pour se lancer dans cet art qu'elle affectionne tant et pour lequel elle est franchement douée. Dans l'épisode que vous allez entendre, Marie raconte comment la BD s'est imposée à elle et nous parle d'Un bébé si je peux, un ouvrage à la fois pédagogique, touchant et bourré d'humour qui repose sur sa propre expérience de l'infertilité. Bienvenue chez Marie et bonne écoute. Donc moi, j'étais parisienne pendant plusieurs années, même si originellement je viens de Toulouse. Pour faire mes études en cinéma, je suis montée à Paris et du coup, naturellement, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que monteuse pour des reportages et des documentaires à la télévision. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans et tout se passait très bien, etc. Je vivais ma vie jeune et parisienne à fond. Mais le manque de nature a commencé à se faire vraiment ressentir progressivement, quoi. J'ai rencontré mon compagnon qui, lui, banlieusard parisien, connaissait pas du tout la campagne, mais était curieux, quoi, et aventureux. Donc à un moment où on essayait d'avoir un enfant et que ça ne marchait pas, le besoin, voilà, de nature et de se ressourcer s'est fait encore plus fort. Et il a cherché du coup voilà, des petites annonces pour louer un petit truc à la campagne. On voulait que ce soit pas trop loin de Paris forcément pour que ce soit pratique. Et donc là à 1h20 en gare, il y avait Courville qui est juste à côté de Pongouin où on habite maintenant. Et on a commencé par louer une petite maison au château de Blanville, donc un château perdu dans une forêt magnifique. Une petite maison de gardien qui donnait sur la forêt. À côté, il y avait des chevaux. C'était juste idyllique. Donc, mon compagnon a découvert la nature comme ça et il a adoré tout de suite. Et puis voilà, là, l'une des craintes qu'on avait, c'était de se dire est-ce qu'on va s'ennuyer ou pas. On s'est pas ennuyé une seule seconde, hein. Enfin franchement, même juste assis à écouter les bruits de la forêt pendant quelques heures, ça nous convenait tout à fait. Donc on a su que ça nous plaisait bien. Mais voilà, on faisait des allers-retours, on était encore jeunes adultes sans enfants. J'ai fini par réussir à tomber enceinte, donc il a fallu quitter cette location. Et voilà, on a acheté une petite maison en banlieue parisienne, mais en se disant, on se donne 3 ans pour se casser, quoi. On avait tous les deux cette envie de quitter Paris pour plusieurs raisons. Déjà, on avait un enfant maintenant et on se disait qu'on aimerait quitter un peu ce rythme infernal parce qu'on avait des métiers dans l'audiovisuel, donc on faisait des gros horaires quand même,
Et je me souviens que je pédalais à fond pour avoir juste la chance de faire un bisou sur le front de ma fille avant qu'elle s'endorme. Il y avait la nounou plus la personne qui s'occupait après de ma fille en attendant que j'arrive. Donc je me suis dit, à quoi ça sert de faire des enfants pour gagner de l'argent, pour payer quelqu'un qui va l'élever. À un moment, ça faisait plus trop sens. Et au-delà de ça, je pense aussi que on avait commencé à être sensibilisés à des questions d'ordre plus général autour de la crise climatique aussi. Et il y avait ce sentiment de vouloir être à un endroit aussi où on profiterait plus de la nature et on serait quelque part plus résilient aussi. Enfin, à Paris, moi je faisais du vélo tous les jours pour aller bosser, presque 2 heures par jour. Il y a des rues où je pouvais plus respirer en fait, où je retenais ma respiration tellement il y avait des gaz d'échappement, où je voyais au loin une sorte de mur gris au niveau de l'air. Les canicules se faisaient de plus en plus présentes. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de refuge dans une ville très bétonnée quand même. Donc, mon cerveau animal me disait, il faut partir. Voilà, tout simplement. Il y a ça, et puis comme je disais, reprendre contact avec le temps, quoi. J'avais envie de voir les saisons, j'avais envie de sentir le temps passer, j'avais sortir de la roue du hamster, quoi. C'était vraiment ça aussi l'objectif, à ralentir. On n'a même pas attendu 3 ans, au bout de 2 ans, on a trouvé en fait une maison pour le coup plus grande, plus proche aussi d'école, etc. Voilà, là on est donc à Pongouin, qui est quand même à 5 km je crois de Courville, donc on n'est pas très loin de là où on avait eu notre coup de cœur en premier lieu. Et puis par ailleurs, on a vraiment créé notre vie maintenant dans cette campagne. Mon compagnon était monteur aussi, et du coup il a créé sa plateforme pour pouvoir travailler à distance. Quant à moi, le choix aussi de la campagne a été décisif dans ma carrière, parce que le montage, on en faisait tous les deux, on était intermittents du spectacle, et c'est quand même très parisien comme travail, c'est dur quand même de délocaliser, et on s'est dit on peut pas tous les deux faire le même travail, sinon on va passer notre temps à se croiser, et le but c'est quand même qu'on se voit dans la vie, sinon on se serait pas choisi. Donc moi j'avais déjà fait des reportages BD dans des revues, depuis que je suis enfant, je veux faire de la bande dessinée, j'avais fait quelques livres pour enfants aussi, mais je m'étais jamais vraiment lancée à fond. Et là il se trouve que je préparais mon premier album BD, et du coup mon compagnon m'a dit mais vas-y quoi, lance-toi à fond. Et je me suis dit c'est peut-être le moment. Donc en fait ce rêve de métier que j'avais est lié à mon changement de territoire en fait. Et puis l'album de BD a vraiment super bien marché. Donc c'était lequel celui-là, le premier? Alors le premier s'intitule Un bébé si je peux. Il est publié aux éditions Massot et la revue 21, et j'y parle d'infertilité parce que du coup moi j'ai mis 7 ans à devenir mère. Je parle de mon parcours avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de recul, parce que l'envie c'était de dédramatiser et de créer du lien comme ça, de pas prendre en otage émotionnellement les gens aussi, parce que c'est des sujets lourds. Et puis par ailleurs, vu que j'ai bossé pendant plus de 10 ans avec des journalistes, pendant moi mes 7 ans de PMA, etc., j'ai eu le temps de mener ma propre enquête pour savoir m'y repérer déjà dans ce monde-là de la PMA, et ensuite vraiment creuser la question de pourquoi est-ce que l'infertilité explose. Il y a 1 couple sur 5 qui galère aujourd'hui pour avoir un enfant. À quoi c'est dû, et donc c'est plurifactoriel, donc j'ai commencé à creuser. Donc cette BD au final est autant un témoignage ludique et joyeux, et aussi une enquête pour essayer de mieux comprendre en quoi c'est un problème systémique et pas juste une problématique personnelle et individuelle, parce que souvent on se retrouve renvoyé à son petit problème intime, genre à la honte, à la culpabilité. Il y a quelque chose de très tabou encore. Donc le but avec cette BD, c'était vraiment
d'expliquer aux femmes majoritairement, mais aux hommes aussi, que c'est pas leur faute déjà, que c'est une vraie pathologie, et que il y a quand même un problème de santé publique aussi, ne serait-ce que avec les perturbateurs endocriniens qui ont fait exploser en fait les problèmes d'infertilité et dont on parle pas encore. Donc voilà. Donc cette BD, je pense, était tombée aussi au bon moment parce que on commence à en parler de plus en plus de ces problématiques et que ce côté un peu à la fois drôle, à la fois tour de table, on parle vraiment de manière large du sujet. Il y a eu vraiment un bon retour, ça a bien marché quoi. Donc du coup ça a lancé pour le moment ma carrière et maintenant je fais plus que de la BD et je touche du bois, j'enchaîne les projets donc on vient me chercher. Je pense avoir trouvé ici ce que j'étais venue chercher, notamment effectivement ce rapport à la nature. On a beau quand même, parce qu'on est à la frontière du Perche, être entouré de champs comme ça, d'agriculture intensive, un paysage quand même pas très boisé et peu vallonné, il y a quand même... il y a déjà mon jardin qui est déjà assez grand et dont je plante régulièrement des arbres. Et il y a aussi, on va dire, le paysage des gens que j'ai rencontrés, quoi. Là, à Pongouin, il y a des petites constellations qu'il n'y a pas forcément, j'ai cru comprendre, dans le reste du territoire. On est à côté d'un éco-hameau. Donc déjà, ça draine, on va dire, des personnalités qui sont soucieux de ça. Et ça avait contribué à notre choix aussi d'acheter la maison pas très loin, parce qu'on s'est dit on va rencontrer des personnes qui ont ces problématiques à cœur et ces envies surtout de vivre ensemble. Donc il y a cet éco-hameau. À Pongouin, qui est quand même un tout petit village, même s'il y a une grande école primaire, maternelle, etc. Il y a juste une petite épicerie, et puis j'ai envie de dire il y a Claire, parce que c'est même plus son magasin, c'est Claire avant tout, qui a monté un restaurant associatif et aussi qui fait épicerie bio locale. Donc Claire, grâce à la Maison Jaune, à son lieu qui s'appelle la Maison Jaune, du coup fait circuler énormément de personnes aussi intéressées pour partager des moments, tenir la boutique, faire des activités. Et c'est un lieu très vivant et justement aussi qui lui-même est une petite constellation parce que il y a beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers bio et locaux qui vont vendre leurs produits chez elles et tout ça comme ça fait sens. donc en ça, au niveau humain, j'ai déjà pu profiter, on va dire, de tout ce petit réseau, de ces facilités de rencontre. Et c'est vrai que l'un des objectifs aussi de venir à la campagne, je parlais un petit peu des problématiques climatiques, de cette envie d'être résilient. C'est pas du tout dans une idée d'être autonome et certains disent oui voilà, c'est pas l'idée d'autarcie, genre je vais me faire mon petit potager en attendant la fin du monde. L'idée, au contraire, c'était de vraiment pouvoir s'impliquer localement dans un territoire, et notamment sur des questions liées aussi à la permaculture, parce que avec mon compagnon, on a suivi quelques petites formations. Moi, je suis très curieuse de ça, donc j'avais aussi envie de ça, envie de rencontrer des gens qui se soucient de créer du lien et de créer une autre forme de vivre ensemble. Et puis après des gens de manière très pragmatique qui ont les mains dans la terre quoi aussi. Donc en ça je suis très contente
de comment les choses se passent actuellement et comment une personne va te faire rencontrer une autre personne et tout ce petit monde commence à se dessiner progressivement, quoi. Comme beaucoup, je pense, d'auteurs ou d'autrices de BD, c'est vraiment tout petit que le dessin devient un moyen de s'exprimer déjà. Je pense que au début, on aime beaucoup ça. Après, je pense que tous les enfants aiment dessiner et que juste à un moment, malheureusement, ils arrêtent parce qu'ils considèrent qu'ils dessinent mal. Mais moi, je sentais que c'était un peu ma spécificité au début pour me faire remarquer, pour être un peu différente. Après, pendant les années d'études, collège, lycée, c'était aussi parce que je m'ennuyais quand même pas mal en cours, donc c'était un moyen de faire deux choses à la fois. J'ai toujours aimé de toute façon faire deux choses à la fois. Donc tu dessinais en cours, c'est ça que tu es en train Donc de je me dire. dessinais en cours, j'avais des bons résultats, mais juste voilà, c'est quand même dur de rester le cul sur sa chaise pendant des plombes. Je trouve toujours que l'éducation nationale est un peu mal faite pour ça. Donc voilà, Ça t'a permis de tenir. Ça m'a permis de tenir assise. C'est vrai. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée aussi, c'est-à-dire c'est pas que le dessin, c'est vraiment l'envie de raconter des choses en dessin. Je trouvais ça, j'allais dire facile, mais ça fait pas très humble, mais en tout cas c'était quelque chose d'assez direct pour moi. C'était un truc qui fonctionnait, ça faisait marrer. J'ai toujours, c'est pas le dessin pour la beauté du dessin, parce que je suis pas très forte à ça. Je suis pas dans un esthétisme forcément. Je suis vraiment dans la narration, quoi. Faut que ça raconte quelque chose. Donc j'ai fait les beaux-arts, mais j'avais toujours cette crainte que ce soit un métier trop solitaire, la bande dessinée, et je suis un animal très sociable. Donc du coup je me suis dit je vais faire du cinéma, et je vais réaliser des films, etc. Donc j'ai passé le concours de l'école publique française qui est la FEMIS, qui est située à Paris, et je l'ai eu. Je suis rentrée dans le département montage, parce que le département réalisation était très sollicité. Et voilà. Et suite à ça, après, j'ai commencé en tant que monteuse. Le cinéma de fiction et tout ça, au final, ça me plaisait pas tant que ça, quoi. J'étais pas à l'aise. J'étais plus à l'aise vraiment avec le journalisme et avec les documentaires et tout. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 10 ans. Et en parallèle, comme j'avais décidé qu'il fallait que je sois publiée avant mes 30 ans, j'ai continué à dessiner. L'intermittence du spectacle permet de prendre des petites pauses de temps en temps. Donc pendant ces pauses, j'ai réalisé 2 livres pour enfants et 2 reportages graphiques qui étaient sortis dans la revue 21, qui m'ont fait confiance, donc c'était super. Et justement, un de ces 2 reportages, c'était la version courte, on va dire, d'un bébé si je peux, de ma première bande dessinée. Ce que je préfère dans mon métier d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de pouvoir aborder le sujet que je veux et dire ok, j'en fais un livre. Là c'est vraiment une liberté inespérée, vraiment quel luxe, quoi, quelle chance, quel privilège de se dire ok, là en ce moment je veux raconter ça et de pouvoir m'y mettre, quoi, et de pouvoir transmettre ce que j'ai à dire dessus. En tout cas, j'allais dire en tant que femme, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. De toute façon, mon métier et mes thématiques tournent pas mal autour aussi des questions féministes, autant que environnementales. Et donc, il y a ce truc de pouvoir prendre la parole en tant que femme, qui déjà est... Moi, j'ai une petite voix, je parle... Je crie pas trop, et donc il y a ce truc-là, avec la BD, d'avoir une voix, même si ça passe par le dessin. Donc, ce qui me plaît le plus déjà aujourd'hui, c'est ça. Ce plaisir aussi de pouvoir se dire peut-être que je vais pouvoir avoir un impact
parce que voilà, dans mes bandes dessinées, il y a vraiment à chaque fois cette envie de transmettre de l'information et du pouvoir, quoi. Il y a vraiment il y a une forme de militantisme, je trouve, moi. Pour un bébé si je peux, on va être sur justement permettre aux femmes d'arrêter de culpabiliser sur le fait qu'elles n'arrivent pas à tomber enceintes, parce que souvent on entend détends-toi, c'est dans ta tête, t'es trop stressée, etc. Et ça va venir. Ça va venir. Enfin, il y a ce truc-là où en gros on psychologise vraiment cette pathologie en disant bah vas-y meuf, c'est dans ta tête, donc tu es responsable. C'est toi qui es responsable. Donc il y a encore cette culpabilité faite aux femmes qui est quand même très présente, parce qu'on sort pas ça aux hommes. Donc moi c'est vrai que je voulais aussi amener un démenti scientifique et sociologique autour de cette question-là. Donc rendre du pouvoir. Sinon c'est la double peine. Hein. Non seulement t'es malade, mais en plus c'est ta faute, quoi. Donc le savoir, c'est le pouvoir, et moi j'ai vraiment ma facilité, on va dire graphique, c'est de vulgariser aussi, de mettre à niveau, à disposition, de rendre ça humain dans l'émotion, dans qu'on se reconnaisse, et en même temps de donner comme ça des éléments journalistiques, d'informations, de trucs sur lesquels on peut s'appuyer pour que ce soit, voilà, que ça puisse émanciper, quoi, aussi. Et l'autre objectif aussi de ce livre, et je suis contente parce qu'au final j'ai eu beaucoup de retours qui ont confirmé que ça avait marché, c'était vraiment l'envie de m'adresser aux personnes qui étaient pas forcément concernées directement. Ouais. Et ça c'est encore plus dur parce que vu que c'est un peu spécifique et très tabou comme thématique, tu te dis ceux que ça concerne pas, ils en ont rien à faire en fait. En tout cas ils seront pas intéressés. Et ce que je voyais, c'est que c'était quand même l'infertilité isole énormément. On finit par se couper de nos proches parce que ils font des remarques qui justement sont désobligeantes, ou sans le vouloir, hein, mais ou parfois en le voulant, mais en tout cas, ça, le plus souvent, c'est de la maladresse. Et donc, même à l'intérieur du couple, en fait, je vois, et c'est une épreuve déjà dans un couple. Et souvent, la femme porte sur elle toute la partie médicale, même quand c'est l'homme qui a des problèmes d'infertilité, c'est la femme qui doit quand même se piquer aux hormones, voir régulièrement son gynéco, etc. Mais donc voilà, même à l'intérieur du couple, ça crée des césures parce que il y a cette déséquilibre du protocole médical, et aussi parce que les femmes sont élevés plus facilement pour parler de leurs émotions, de leurs sentiments, et les hommes beaucoup moins. Donc déjà il y a ce problème de communication qui est dans tous les couples hétérosexuels en général, mais là tu te le prends en pleine face, et la femme va avoir du mal à transmettre ce qu'elle vit, et l'homme à le recevoir, parce qu'en plus non seulement la femme vit des trucs plus compliqué physiquement, les hormones, tout ça change aussi l'humeur, ça change. Donc faut arriver à posément exprimer ses émotions, c'est tout un exercice. Donc ce livre, en fait, il a vraiment fait le lien entre les familles, entre les couples, entre les amis. Et entre les patients, hommes et femmes, et le corps médical, est-ce que tu crois que ça a changé quoi que ce soit? En tout cas, j'ai eu énormément de retours aussi de gynécologues, de sages-femmes qui le mettent dans leur cabinet. Wow. C'était vraiment aussi une validation qui m'a vraiment fait plaisir. Qu'est-ce qu'on m'a dit de plus beau sur ce livre ? Le truc qui revient le plus, et ça m'a fait beaucoup rire, et je pensais pas pouvoir rire de ça, quoi. Ça, c'est vrai que c'est la grande réussite pour moi, quoi. Clairement. C'est déjà si t'arrives à rire, parce que dans le rire, moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. C'est que pour faire rire quelqu'un, c'est pas qu'il faut choquer un peu, mais en tout cas tu mets le doigt sur un truc qui est pas cool. On rit pas de trucs bienveillants et tout doux, tu ris de quelque chose parce qu'il y a un nœud, quoi, déjà.
Et du coup, le rire, ça passe autant par l'émotion parce que tu libères un truc, que par le cerveau, parce qu'en fait, quand tu ris, c'est que t'as compris quelque chose. Exactement. Ouais. Donc c'est en ça où c'est pour moi le plus beau compliment, quoi. Ouais. Suite à un bébé si je peux, à cette première bande dessinée, j'ai fait un autre album, mais en collaboration avec deux philosophes et une historienne autour des femmes philosophes. On voulait mettre en lumière comme ça le travail, un portrait de 10 femmes philosophes à travers le temps et les continents. Donc ça s'appelle Libre de penser, 10 femmes, 10 vies philosophiques. Et ça a été un exercice génial parce que pour le coup, je suis pas philosophe, mais voilà, comme je disais, j'adore vulgariser, arriver à faire des blagues, à rendre de l'émotion en même temps que je fais comprendre quelque chose. Et du coup, travailler comme ça avec des personnes qui avaient un savoir énorme à transmettre et accompagner ça a été génial comme expérience. Et puis maintenant, là, je termine actuellement un nouvel album, cette fois-ci entièrement toute seule, à nouveau, qui s'appelle Meuf, et qui est un guide à ma fille et à toutes les autres pour autour des questions du genre et des questions féministes. Donc ça s'adresse en premier lieu aux adolescentes, mais après au final ça se lit vraiment à tout âge. Là je commence à le faire lire un peu à plus des jeunes de 20 ans et tout, et qui sont hyper enthousiastes. Donc voilà, en gros mon idée c'était j'ai réussi à avoir une fille. Et je vois à la maternelle, etc., il commençait déjà à y avoir des trucs que je voyais apparaître sur le fait qu'on éduque différemment les petites filles des petits garçons, et des choses que j'avais envie de lui transmettre et qui sont pas forcément faciles à avoir lors d'une conversation en fait. J'aborde des thématiques, déjà tout simplement la puberté, les règles, les choses un peu classiques comme ça. Et puis j'aborde vraiment aussi, j'explique ce que c'est le patriarcat déjà aussi. Et un peu comme dans Un bébé si je peux, où je pars d'une idée préconçue, stéréotype que tout le monde a, quoi. Là, c'est l'homme serait supérieur à la femme. Et donc c'est ce truc de l'homme va chasser, la femme reste à balayer la grotte, enfin ce genre de je caricature, mais il y a toujours on va dire cette manière d'expliquer en quoi il est nécessaire d'éduquer les petits garçons et les petites filles de manière aussi différenciée, et en quoi ça repose sur des arguments en fait qui n'ont plus lieu d'être aussi. Donc j'interroge vraiment le genre, quoi. Et donc pareil, je mélange autant des anecdotes de mon adolescence, de mon enfance, de ma vie de jeune fille et de jeune femme. Et en même temps, j'ai mené plusieurs entretiens au collège de Courville avec plusieurs adolescentes et adolescents pour voir un peu aussi ce que c'est aujourd'hui l'adolescence, parce que moi il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les téléphones portables, donc ça révolutionne énormément aussi les choses, pour me rendre compte de ce qui avait changé, de ce qui était toujours pareil. Et donc voilà. Donc dans ce guide aussi, j'aborde les questions de harcèlement, de cyberharcèlement, d'hypersexualisation des jeunes filles dès que les seins commencent à pousser, le harcèlement de rue aussi. Et je pense que la moitié des mamans aujourd'hui et des papas ne se rendent absolument pas compte de ce à quoi sont confrontés aussi leurs adolescents et adolescentes. Faut savoir que l'âge moyen de la première image pornographique vue par un enfant, c'est 10 ans. Waouh. Donc voilà, quoi. Déjà ça pose ça là. Et quand on voit encore le tabou et le manque d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est assez... ça n'a rien à voir. Du coup, les enfants, ils grandissent avec
ils se font une culture eux-mêmes via leur téléphone et sans fil, donc ils sont pas débiles, hein, mais ils sont jeunes. Et donc à un moment, il faut aussi qu'il y ait une parole qui remette un peu de l'ordre dans tout ça. Mon livre ne fait pas la morale, je dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. En aucun cas je suis sur une base de morale. Mais par contre, je suis sur ça c'est illégal. Et ça t'as le droit d'en parler. Et ça t'as le droit d'en parler. Et ça, c'est pas ta faute. En fait, surtout. On revient toujours au même truc. C'est que c'est pas ta faute. Si tu te fais harceler, c'est pas ta faute et c'est interdit. Super, on a hâte. Il sort au printemps 2024, c'est celui-là? Oui, il sort en mars. Très bien. Là, je repars sur un album en collaboration. Donc là, ce sera avec Titiou Lecoq, qui est une autrice, romancière, et essayiste, journaliste, voilà. Et elle a sorti plusieurs livres, dont un qui s'appelle Les Grandes Oubliées, et qui parle du fait que les femmes ont été évincées des livres d'histoire. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans tous les manuels scolaires, toutes classes confondues, ça va de la maternelle à la terminale, en France, les personnages féminins, il y en a 3,4%. On dit, que s'est-il passé? Est-ce que les femmes n'ont jamais rien fait? Elle balayait la grotte, je te rappelle. Titiou parle de ce mythe. Elle aussi, elle démonte un mythe qui est celui de la femme empêchée. C'est-à-dire les femmes auraient été empêchées, trop occupées, parce que naturellement elles doivent faire des enfants et donc s'en occuper. Et puis voilà, à changer des couches, à faire des ragoûts plutôt qu'à révolutionner l'art contemporain ou la science. Et en fait, dans son livre, qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. Donc pareil, il y a une vraie demande aussi à l'heure actuelle de retrouver nos ancêtres féminins. Donc on remet comme ça en valeur ces figures-là et surtout on interroge le pourquoi et le comment, c'est-à-dire comment ça s'est fait, etc. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Ce qui est intéressant dans son livre, et donc on va l'adapter en bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait on va pas de manière linéaire de la barbarie vers un progrès, etc. Au XXe siècle, il y a eu énormément de progrès sur le contrôle des naissances, sur l'accès au droit de vote, etc. Ce qui sont quand même essentiels. En tout cas, dans notre pays, on est toujours on se situe là-dedans. Mais ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a eu des grandes femmes par le passé qui ont été célèbres de leur temps, qui ont marqué l'histoire, les sciences, etc. Donc c'est bien aussi de voir à quel point la femme a contribué à l'évolution humaine, qu'elle n'était pas juste absente en fait. Merci Marie. Merci à toi. Belle continuation. À toi aussi. C'est la fin de cet épisode. Un bébé si je peux est disponible dans toutes les bonnes librairies et je vous conseille de courir vous le procurer si ce n'est déjà fait. Pour vous plonger dans le travail de Marie, consultez son site duboismarie.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.